On est dans le podcast MotoX, de retour avec le podcast MotoX. Et aujourd'hui, ça va être un show pour les vrais tripeux de mécanique avec mon ami Sébastien. Mais je savais qu'on embarque dans le vif du sujet. Évidemment, il faut remercier les commanditaires qui rendent possible le podcast. Husqvarna, Motovan, VP Race Fuel, Silverwax et les moteurs Pantera, bien évidemment. Hey, c'est qui eux? Et voilà, c'est lui, Sébastien, mon plaisir de les moteurs Pantera. Bienvenue dans le podcast, bien content de t'avoir. D'habitude, on t'a dans des petites chroniques, bien des informations en peu de temps. Là, on va avoir le temps de jaser, puis ça va être un petit peu plus lousse. Absolument. Oui, puis je suis bien content de t'avoir dans le podcast parce que, tu sais, les moteurs Pantera, moi, quand j'ai connu la marque, tout ce qui venait en tête, c'était wow, c'est une shop, une race shop qui vient des États-Unis, c'est sûr, parce que le produit, il n'y a comme aucun bon sens. On parle de moteur, de fou. Puis pour me rendre compte que finalement, ben non, c'est une entreprise d'ici du Québec. C'est quand même assez exceptionnel. Ouais. Exact. Conte-nous ça, commence l'histoire, parce qu'on va rentrer dans les détails. Puis ça, les moteurs. Ah, ben oui. Mais comment ce début? On a été victime de ça. Ben, je dis victime, mais absolument. Puis je pense que c'était un choix à la base de faire le site web en anglais, le Facebook en anglais. Puis, le but, c'était d'être mondial parce que, bon, écoute, j'adore le Québec, mais c'est pas un marché assez gros pour faire ce qu'on fait. Là, on n'a pas le choix. Fait qu'on a créé toute l'histoire un peu plus à l'américaine, on va dire comme toi, puis c'était très fréquent d'entendre ça. Là, hey, Pantera, c'est cool, aux États-Unis. C'est directement ici. Là. C'est vrai, c'est très drôle. Mais juste avant d'aller plus en détail, explique aux gens c'est quoi Pantera Motorsports. Ben exact. Dans le fond, on est une entreprise, moi, je dis souvent qu'on est un motoriste, là. Mais bon, on fait une gamme de produits, entre autres aussi pour les produits, pour les motos existantes, là, donc les Honda, les Yamaha, KTM, etc. On fait la grosse gamme de produits qu'on a, on fait des démarreurs électriques pour les motos qui n'en ont pas, les motocross qui n'en ont pas. Très populaire chez les gars d'enduro, qui ont, mettons, YZ250, etc. Ça n'a pas de démarreur. On en fait un pour cette moto-là. Les grosses qui sont rendues aussi, là, les 500, etc., c'est un kickback qui casse quasiment le tibia à chaque fois. Donc, on a créé des produits pour ça. On en reviendra comment j'en suis arrivé à développer ça. Puis, on a une grosse portion d'entreprise aussi qui est les moteurs. Vraiment, Pantera, là, je me suis lancé étant le seul fabricant de moteurs au Canada en ce moment. Là. Un peu ambitieux comme projet pour un petit gars québécois, là, mais non, c'est ça, on a créé des affaires extrêmes, du 100 HP dans un cylindre. Là. On est dans la démesure, mais c'est un beau petit marché que les grands manufacturiers ne répondent pas à parce que, bon, pour eux, les quantités ne seraient pas suffisantes. Eux, là, s'ils n'en vendent pas 10 000 chaque, là, ils devraient savoir. Fait qu'il y a un gros marché délaissé par ces grands fabricants-là qui nous permet de faire de l'extrême et de faire des petits produits québécois. Là. Mais c'est vrai ce que tu dis parce que, tu sais, je pensais à ça, puis je pense que Pantera Motorsports a réussi vraiment à habiter une niche qui n'était pas exploitée vraiment avant. Tu as vraiment réussi à exploiter ce filon-là de tripeux, vraiment de performance, comme tu disais, de démesure, qui n'était pas vraiment desservi jusqu'à présent. Absolument. Puis, tu sais, des fois, ça peut paraître pas illogique de faire des affaires aussi extrêmes, mais je veux dire, Lamborghini, ils vendent 200 chars par année, mais ils en vendent pareil. Tu sais, il va tout le temps une niche pour le gars qui veut l'affaire la plus haute, la plus cool, la plus grosse. Ouais, puis c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, le modèle d'affaires n'est pas le même. Là, comme tu parles de Lamborghini, qui ne vont pas pour la quantité, là, évidemment. Là, ils vont pour la qualité, puis le wow, puis tout ça. Puis c'est un peu, je pense que c'est un peu la même chose avec Pantera. C'est quelque chose de niche, mais qui va vraiment répondre aux attentes de ce client-là. Absolument. Puis, il y a des sports qui se développent tranquillement dans lesquels on répond aussi à un besoin quand même. Là. Je pense des fois au snowbike, là, qui est en popularité depuis une bonne dizaine d'années maintenant, mais faire tourner une chenille, c'est extrêmement demandant. Puis, les gars poussent leur 450 à la limite. Puis, au terme de ne pas revenir de la montagne des fois parce que justement, il a explosé. Là. Même les gars mettent ça turbo. Puis tout, c'est des affaires c'est fou.
Mais ils sont pas conçus pour ça, les moteurs. Là. C'est ça. C'est ça, je pensais, parce que je connais du monde qui ont sauté leur moteur de 450, justement. Les moteurs, écoute, ils chauffent bien trop. C'est pas fait pour ça. C'est attelé, là. Exact. Puis, tu sais, j'avais vu, tu l'as sûrement vu, la vidéo sur Facebook du gars qui conduit un CBR 1100 ou une affaire de même avec une chenille, tu sais. C'est ça. Mais c'est presque ça. C'est le moteur que ça te prend pour justement livrer la puissance nécessaire. Exact. C'est sûr qu'on essaie de répondre un peu, mais en n'étant pas aussi lourd qu'un CBR, là, ça n'a aucun sens comment c'est monstrueux. Mais les gars en voudraient tout le temps plus parce qu'ils veulent monter une montagne, ils veulent pas que ça arrête, ils veulent jamais que ça crève. Fait qu'on on essaie de répondre à ce besoin-là. Puis justement, là, on a lancé un nouveau en 2022, un nouveau moteur spécialement pour le snowbike, un petit peu plus, là, qui va fitter dans les CRF, dans les motocross les plus connus. Puis ça va être injection, etc., pour répondre au fait que les gars ils montent en montagne, puis il faut que ça s'adapte. Là. On focus vraiment sur ce marché-là dans les prochaines années. Mais bon, c'est un exemple comme ça. Je ne sais pas si ceux qui suivent notre Facebook un peu, il y a les fourrets en Europe avec leur sidecar motocross, leur carrosse à côté d'un motocross. Les gars, ils jumpent avec ça. C'est lourd, la machine. Ça pèse 600-700 livres. Il y a 2 gars dedans. Fait que, ça leur prend des moteurs très, très, très puissants. Puis les 450 ne répondent pas à ça. Je pense que ces gars-là, les autres options qu'ils ont, ils achètent des moteurs KTM. Ils te les montent 530. Mais il faut qu'ils achètent la moto flamand neuve pour un moteur. Ça coûte 15 000 préparer un moteur, ça n'a aucun bon sens. Là. Fait qu'on essaie de répondre à des besoins comme ça, avec des budgets plus économiques. Puis en restant dans le 2 temps, c'est une histoire de tu changes un piston de temps en temps. Puis, plus simple. Ton crâne, ta base, ta tête. Pas mal plus simple. C'est ça l'idée. Fait que c'était quoi le cheminement pour Sébastien Monplaisir pour arriver à partir une entreprise comme ça? C'était un cheminement de tripeux, de mécanique d'un bout à l'autre, je pense. Puis, tu sais, quand je fais un retour sur ça, j'espère qu'il y a des jeunes pour de vrai qui écoutent ton podcast qui sont, tu sais, soit gros des pilotes, soit gros des gens qui ont vraiment couru. Moi, je suis plus le gars dans la noirceur derrière qu'on ne voit pas. Mais s'il y a tu sais, les bols de l'école là, puis qui disent il y a moyen de triper dans ce domaine-là, même en étant juste quelqu'un d'un peu brillant. Écoute, ça a commencé très jeune en VTT. Moi, j'étais un gars pas loin de chez vous, Ben, Bécancour. J'étais un petit peu de Bécancour. À l'époque, on suivait les séries CMRC, les VTT avec les motocross à l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. J'ai couru. J'ai été à ta piste quelques fois. Je me suis cassé un bras à ta piste. À Yamachiche, à Yamachiche, exact. J'avais un bon vieux 400X à l'époque. Là. On s'amusait avec ça un petit peu. Puis on était des gars de campagne. Puis, écoute, on suivait le CMRC, c'était les grosses années de Jasmin, puis tout en VTT, là, puis je pense qu'il va entendre ça dans ton podcast, je pense même pas y avoir déjà dit, Jasmin, je travaille avec régulièrement maintenant, c'est lui qui a ce gros les moteurs Pantera, il a fait un essai dans les dernières années avec Danny Trank, là, puis les gars, ils m'ont aidé en fou. C'est tellement talentueux, Jasmin Plante. En VTT, c'est ça que j'avais reçu Arsène dans le podcast. Oui, il était bon, ça. Oui, puis j'avais dit à Arsène, je trouve que Jasmin Plante, c'était, parce que j'étais là aussi dans ces années-là, tu sais, puis je disais, c'est le gars en VTT, le seul, loin des rares, qui roule sur 4 roues comme s'il roulait en motocross, dans le sens qu'il était tellement smooth, c'était fluide. Ça avait l'air facile, c'était fluide son affaire. Il n'y avait pas beaucoup de pilotes à l'époque qui raidaient ça vraiment smooth. C'était plutôt du. Exact. Ils battaient contre la machine des autres. Là, tandis que... Exactement. Fait que c'était impressionnant à voir. Puis, moi, j'en ris parce que dans le fond, c'était mon idole quasiment à l'époque, Jasmin. Puis là, aujourd'hui, je travaille avec. Fait que ça en est cocasse tout le temps. Mais puis ça a été, écoute, on pourrait dire quasiment des fois d'un meilleur et d'un moins bon pilote à utiliser comme pilote d'essai. Jasmin, il t'exploite la machine au fond. Tout le temps. Je me rappelle, il racontait des fois, il avait testé pour BRP les nouveaux 450 Can-Am, les VTT, quand ça avait sorti 2017-2008, je pense. BRP, c'était quand même technologique déjà à l'époque, fait qu'il y avait les capteurs sur le VTT et tout. Puis, il y avait des sensors, mettons, de throttle, là, comment une tente est ouverte, throttle au fond, throttle fermé. Puis, je pense que les autres pilotes d'essai étaient 80% du temps throttle au fond. Jasmin était à 96%. Il était au fond. Fait que c'était le meilleur pour tester nos produits puis développer dans les dernières années, au risque d'un fois de le briser plus souvent peut-être que les autres, mais c'était parfait. On savait ce qu'elle allait briser grâce à lui. Fait que, non, mais c'est tout ça pour revenir. CMRC jeune.
Ensuite de ça, dans le fond, moi, j'ai poussé l'expérience, si on veut, mécanique au niveau scolaire le plus loin possible. J'ai fait mon bac en ingénierie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Écoute, à ce moment-là, j'avais un gros rêve d'aller en course automobile comme ingénieur de course automobile. Je trippais là-dessus, la F1. J'avoue que c'est hâte. Ouais. C'était comme l'ultime là, de ce domaine-là, si on veut, de checker les gars à la télé, là, les écouteurs à ses oreilles. Puis, fait que, mais bon, écoute, j'ai bifurqué une couple d'années. Tu gradues puis tu prends un job plus standard, plus normal. J'ai travaillé dans les mines quand j'ai gradué de l'université. Des histoires de fous, ça aussi, là, on ne passera pas au travers de ça, mais j'ai fait des projets de mines en Afrique, en Asie. On se faisait attaquer par les talibans, puis des affaires d'idiots qu'à un moment donné, je me dis, je suis tanné de me faire tirer dessus, là, je me retourne à la maison. C'est ça. Exact. En tout cas, puis j'ai fini par revenir dans le projet, là, puis dans le rêve. J'ai décidé de retourner course automobile. Je vais le faire. À l'époque, je n'avais pas d'enfant, pas rien. Ben, toujours pas, by the way. Pas d'enfant, pas rien. J'ai dit, c'est le temps de se commettre puis essayer de trouver une façon de rentrer dans le domaine de la course automobile qui, ben, écoute, je pense que tu en as reçu là, des gars qui ont été en course ou qui ont essayé de percer ou peu importe. C'est incroyablement difficile. Pas juste au niveau de pilote, mais au niveau pour y travailler aussi. Là. C'est un domaine de requin. Allô? Avant de prendre une gorgée de bière, les gens pensent que dans ma shop, je bois de la bière. Je veux juste dire que c'est Ben qui m'a dit ça prend une petite bière pour les podcasts. Oui, absolument. Ben là, et voilà. Je veux juste dire que moi, j'ai reçu une bière grâce à ma blonde. On a fait un super partenariat avec une entreprise qui s'appelle Miralis qui fait des cuisines. Ça n'a rien à voir avec la moto, on va se dire. Dans le projet de construction de maison. Puis on fait. Ben, c'est ça, notre cuisine. Et là, ils fêtent leur 45e anniversaire, Miralis, et ils ont fait de la bière comme ça, qui n'est pas en vente. Là. C'est juste des petites bières promo comme ça. Nice. C'est ça que je bois aujourd'hui. Ah. Donc voilà, santé tout le monde. Cheers. Oui, donc continue. Ben écoute, j'ai réussi. Écoute, des fois, je repense, là, ça m'avait pris 6-7 mois juste à cogner à des portes. Il n'y a pas vraiment tant d'affichage de postes là, pour trouver un job dans une équipe de course à l'international et tout. J'avais eu mon premier essai, Grand Prix d'Indianapolis, un début d'été, là, ça se passe tout le temps, Grand Prix d'Indianapolis en mois de mai. C'était des séries, dans le fond, les gens connaissent surtout probablement le IndyCar, là, qui est la Formule 1 des États-Unis. Là. Puis le IndyCar, il y a toute une série d'échelons pour s'y rendre. Il y avait F2000, Pro Mazda, Indy Light, puis ensuite IndyCar. C'est presque toutes des voitures qu'on a vues en fait au GP3R avec les amis. Ça a pas mal tout venu à Trois-Rivières. Comme je disais, on vient les deux de là. Fait que c'est dans ça que j'ai eu ma première chance, dans le fond. Super beau programme qui essayait de promouvoir le fait que ça coûte trop cher là, de devenir pilote en course automobile, mais dans ce programme-là, si tu gagnes le championnat, ta ride est payée pour l'année au complet ensuite dans la série d'ensuite. Fait que, mettons que tu gagnes les 5 championnats en ligne, mais tu es rendu pilote d'IndyCar puis ça ne t'a rien coûté techniquement. Fait que c'est un beau petit programme, mais écoute, le domaine de la course auto te rend humble pour de vrai. Là. Je te parle de mon essai à Indianapolis, ils s'en foutent que tu es gradué ingénieur à l'Université de Sherbrooke. Tu vas changer des roues, tu vas frotter le char, tu vas non rémunéré. Écoute, ils vont t'envoyer chercher le lunch au Subway. C'est incroyable pour de vrai. Il faut que tu veuilles. Puis moi, ça a été une saison, la première saison complète non rémunérée. Pas payé. Pas payé du tout. Là. Mais j'avais rien à faire. C'est fou. Ouais. Mais c'est fou. J'étais parti à l'aventure. Je ne savais pas quand j'allais revenir. Donc, non, mais c'est ça que c'était une super belle aventure. Écoute, c'est de loin la course automobile. Le truc qui m'a appris le plus professionnellement, personnellement, c'est le truc dans lequel j'ai vu le plus de gars pleurer de loin. Là, des gars à bout de nerfs, on part des semaines de temps, tu ne reviens pas à la maison. Le vendredi PM, le pilote, il le met dans le mur, la qualif est à 7 h demain matin. Là, on ne dort pas cette nuit, on rebâtit le char. Ça te teste à la limite, mais si tu es capable de faire ça. C'est ça.
ça te forge le caractère, comme on pourrait dire. Fait que c'était une super belle expérience. Wow. Fait que ça, de là, justement, après ça, tu te dis, OK, là, j'imagine ça me prend quelque chose d'autre parce que je pourrais pas payer mon paiement de maison et mon char avec ça. Là. Ça prend quelque chose qui est un peu plus rentable. À ce moment-là, non, effectivement. Mais écoute, j'étais encore, on va dire, jeune et con. Je pensais pas du tout à ça, pour être bien franc. Mais écoute, les échelons se sont gravis. Puis 2 ans plus tard, je gérais l'équipe. Ça a super bien été. J'ai fait mes preuves. Puis on a fait des belles séries de courses, les petites formules, comme je te disais là. Ensuite, j'ai switché dans tout ce qui est dans le GT3 qu'on appelle, là, donc les Audi R8, les Ferrari 458. C'était des belles séries, des belles voitures. C'était super le fun. Ça fait des salaires corrects, mais Pantera, effectivement, par contre, startait de là pour de vrai parce que l'hiver, on n'avait pas de course. Ben oui. Puis, des fois, je me cherchais un peu de quoi à faire. J'avais commencé à attraper mon laptop et dessiner des pièces. Là, j'étais comme dans le retour aux sources de motocross, effectivement. Là, des amis que je connaissais qui m'avaient dit « Hey, telle pièce, il n'y en a plus. C'est discontinué par Honda. Tu devrais la redessiner. » Je commence à faire ça. Je fais faire les pièces dans les ateliers d'usinage. Je crée le brand. Ouais. Écoute, c'est quoi créer un brand? Mais surtout pour les VTT, que il y a plein de modèles qui ne font plus, que tu continues. Exact. Ouais. Exact. Moi, c'est un peu pourquoi j'ai poussé vers ça depuis 2018, quand j'ai sorti le premier moteur Pantera complet. Je voulais aller vers le VTT un peu parce qu'on a parlé de niche tantôt, puis des trucs que les grands manufacturiers ne répondent plus. Ben, le VTT, c'en est un clairement. Il reste que Yamaha qui font un VTT Sport. Toutes les autres ont arrêté. On n'a pas de boule de cristal, savoir ce qu'ils vont faire, mais à court terme, il y a un manque. On essaie d'y répondre. Puis j'ai des partenaires là, qui, dans les prochaines années, je risque de travailler pour essayer même peut-être de faire des véhicules complets. Parce que là, c'est bien beau de trouver un châssis Honda et essayer de mettre un moteur Pantera dedans, mais même ça commence à être rare. Là. Mais non, il y avait un besoin, puis il y en avait un à l'époque aussi, puis il y en avait vraiment besoin dans le CR500 qui était. Moi, j'avais ça un unicorn bike. Tu en as vu un ou deux dans ta vie, mais il fallait tout. Qui était le moteur le plus puissant pendant tellement d'années, qui est à toutes les sauces. Là. Je suis sûr que plein de monde que tu as reçu au podcast en ont déjà roulé à Valcourt, à la glace ou name it. Là. Il y avait des besoins de ça, des pièces discontinuées. Ça a été arrêté en 2001 quand M. Honda a décidé, je ne sais pas si c'est M. Honda, là, mais Honda a décidé que le 2 temps, c'était fini. Ça l'a arrêté, malheureusement, une belle série de motos que les gens tripaient sur, dont le 500. C'était hyper niche là aussi, mais ça nous a permis de nous faire une genre de notoriété. La business, on faisait des casings usinés, billets, 500. Par la suite, on a fait un kit. On prenait notre casing billet. Moi, j'avais un cylindre 625 cc. Là, ça n'avait aucun bon sens. Là. C'est là où le domaine du snowbike a commencé à cogner à notre porte, là, de dire OK, vous avez de quoi là, qui pourrait répondre à nos besoins. Fait que de fil en aiguille, c'est ça. Je me suis mis à dessiner des pièces. J'ai fait un démarreur électrique pour le CR500, justement, juste parce que j'avais les dessins du casing de toute façon. Genre, on va coller sur le côté un démarreur, puis surprenamment, les gens en veulent, là, parce que c'est vraiment pas le fun à starter. Quand je vois des vidéos de Pastrana qui n'est même pas capable de starter le sien, qui utilise pour le straight rhythm. C'est ça. Mais les gens ne savent pas ça non plus, mais tabarouette, Pastrana qui utilise les produits Pantera, quand même assez malade. Là. Ça, là... Oui, et puis j'ai vu, by the way, parce que j'ai été voir l'Instagram de Pantera juste avant, puis un des posts justement que tu fais avec Pastrana au Straight Rhythm qui avait utilisé la RMZilla qu'il avait appelé. Là, il avait pris le body d'un CRF, pas d'un CRF, d'un RMZ 450, puis il a mis un moteur de CR500 dans le frame en aluminium. Et il a utilisé ton démarreur Pantera, mettre là-dessus pour pouvoir démarrer le bike. Exact. Puis j'aimais bien ce que tu avais écrit, tu sais, que Pastrana, comment il avait trouvé des produits. Capoté de cette histoire-là. Raconte ça, ouais. Honnêtement, c'est son agent qui m'a contacté. Là. Je pense que Travis lui-même, il y a d'autres chats à fouetter. Là. Mais ce qui me fait, moi, tout le temps capoter cette histoire-là. Puis, c'est correct dans le domaine des compagnies, dans le motorsport, on reçoit à pelleter des demandes de commandites, de produits à rabais pour name it, etc. Puis, c'est correct, ça en fait partie, on est habitué. Puis, on a nos règles de ça, je peux, ça, j'ai du budget pour ça, ça, j'en ai pas. Mais Travis, lui c'est le premier que j'aurais donné un. Lui, il voulait le payer. Là. Plein cash au complet.
Il dit non, ça nous prend ça. Il n'a pas demandé une commandite. Moi, ça m'a fait capoter. Des fois, je l'utilise comme exemple quand il y a du monde vient me demander pour des produits gratuits. Je dis, hey, Pastrana les paye, là. T'es capable, t'es aussi. C'est très drôle. Exact. Mais tu sais, c'est très, très drôle à voir. Puis on dit, c'est quoi le slogan? Nul n'est prophète dans son pays. Exact. Puis là, les produits Pantera, qui sont utilisés aux États-Unis, en Australie aussi beaucoup. Ben c'est ce qui nous permet d'exister. C'est ça qui est cool, je pense, de la mondialisation, si on veut, hein, en 2021, puis les réseaux sociaux, puis etc. On ne pourrait pas juste vendre au Québec, ce serait impossible. Mais non. C'est merveilleux pour ça. On a notre site web transactionnel, on vend en ligne, on a des petits dealers ici et là, mais oui, jusqu'en Australie, je me suis découvert un gros marché cet été ou en Afrique du Sud. Qui aurait cru que l'Afrique du Sud, mais ils font du motocross enduro au bouchon. Ils ont des grosses courses. Il y en a une qui s'appelle The Roof of Africa, qui est une grosse course d'endurance dans le désert, un peu à la Baja, si tu veux. Les gars, ils trippent, ils veulent des démarreurs, puis ils veulent des trucs. Fait que non, exact, on a la chance de vendre un peu partout. C'est vraiment cool. C'est très, très, très. Ouais. Mais là, il y a une affaire que tu as dit qui me. Puis je veux en savoir plus là, quand tu as parlé de moto complète Pantera. Ouais. C'est quoi le plan avec ça? C'est quoi le... Ben écoute, tu sais, c'est sûr, on évolue dans le marché et on se rend compte un petit peu, comme je te disais, moi, jeune, je fais un retour dans le temps rapide, je me rappelle. Je ne suis pas un croyant de destin ou peu importe, mais je me rappelle d'être en train de démonter mon VTT dans le garage de mon père en pièces, puis mettre ça dans des ziplocs. Tu sais, faire ça méthodiquement. Puis je me disais, mon Dieu, que ça serait cool de faire des moteurs dans la vie. Puis j'étais jeune, mais j'étais déjà réaliste. Là, je me disais, il faudrait que je travaille chez Honda. Puis là, je vais être un ingénieur parmi 25 qui va designer. Puis finalement, en tout cas, 20 ans plus tard, je fais mes propres moteurs, mais c'était pas une ligne droite. C'était pas tant voulu, c'est juste un hasard. Mais ça, pour dire, à l'époque, je dirais qu'on est plus patenteux, je ne sais pas comment dire. Puis j'avais la vision pendant un bout que les gars, ils fêteraient leurs moteurs eux-mêmes, puis ils le font. J'en vends des moteurs que les gars, ils installent par eux-mêmes. Mais le turnkey est très attrayant, je pense. En 2021, les gars ne sont pas si... En tout cas, pas tous si mécaniques que ça. Parce que c'est ça, pour comprendre, c'est que là, tu reçois ton moteur Pantera dans un crate de bois. Dans un crate. Mais là, il faut que tu le fittes, par exemple, dans ton frame de. Là, c'est ça. On a fait quelques bolt-on, mais le principal qu'on a fait, c'était pour le TRX 450, le VTT, là, que Jasmin roule de temps en temps. Parce que je voulais répondre à tu sais, comme je te disais, le manque dans le VTT, l'époque du 250 heures. Je voulais attaquer le nostalgique un petit peu, ce qu'on a vendu, mais on s'était peut-être trop niché là, encore là. La prochaine version là, qui va sortir l'année prochaine, on va vraiment augmenter la gamme. Là. Ça va fitter dans le CRF, le motocross, ça va fitter dans le KTM, le motocross, justement pour répondre au snowbike que je te parlais tantôt. Mais encore là, comme je te dis, le gars, il reçoit ça, il faut qu'il enlève son moteur de son KTM, boulonne ça. On essaie de faire des manuels, on essaie de rendre ça plus user-friendly, mais j'ai expliqué, je pense pas que j'ai une chronique, je pense pas qu'elle est passée encore, mais j'en ai préparé une pour les systèmes électriques. Écoute, dès que les gens arrivent pour connecter deux fils, là, des fois, ils connectent à l'envers. Puis, fait que plus que tu laisses de variables, il y en a qui sont mécanos qui l'installent A1, mais il y a des gars qui se pensent mécanos. Puis là, c'est ça crée des petits troubles. Fait que c'est un petit peu plus complexe. Mais les moteurs qu'on a vendus depuis 2-3 ans, c'était ça. Ça arrivait dans la quête, l'échappement, le moteur, boîte électronique, etc., avec les instructions. Puis les gars, ils installaient ça dans leur machine. C'est ça. Mais là, qu'est-ce que ça va prendre pour passer justement du moteur à une moto complète? Ben, écoute, j'ai pas l'ambition de faire des motos, puis c'est pas mon rêve non plus. Okay. Moi, je veux être un motoriste. Tu sais, quand je décris Pantera, la dernière fois, je dis ça va être le prochain Rotax québécois. Rotax, qui est la compagnie autrichienne qui fait les moteurs pour BRP, donc les moteurs de skidoo, etc. Eux ne font que des moteurs. Puis moi, c'est ce que j'aspire à. C'est déjà la pièce la plus complexe d'une moto, on va se dire. C'est le cœur de la moto, c'est ce que tout le monde regarde même aussi quand tu dis c'est vraiment cool une KTM 450. Pourquoi? Parce que ça tire plus ou peu importe. Ou Husqvarna, excusez, j'ai arrêté de dire d'autres. Il n'y a pas de trop. Ça appartient à la même compagnie. Ça appartient à la même compagnie. Mais donc, c'est vraiment la pièce maîtresse. Puis déjà, c'est un bon casse-tête. Quand on parle, moi, juste de l'approvisionnement de nos pièces, etc., un moteur, il y a 325 pièces différentes dedans. Là, de petits clips, de bottes, de gears, de snap ring. Écoute, c'est un énorme...
puzzle. Fait que l'idée, probablement, dans les prochaines années, ça va être de s'associer avec des partenaires, des Lone Star Racing de ce monde, etc. On est en discussion avec quelques-uns d'entre eux pour faire le haut tour, un châssis, des roues, une suspension. Même ici au Québec, on a des belles compagnies de suspension, Stadium, Melka, etc. On regarde pour des intégrateurs qui vont pouvoir créer des produits complets. Puis nous, de notre côté, on va continuer à se concentrer là, sur. OK. Si on parle, mettons, d'un cadre, c'est ça, mais si on parle, par exemple, d'un cadre, d'un frame, là, en bon français, est-ce que tu pourrais aller vers ça, vers élargir ta ligne de produits, justement, pour dire que quelqu'un voudrait un frame telle grosseur ou telle force ou peu importe. Évidemment, il y a 1000 options qu'on peut faire, là, je veux dire, sur une moto, sur un frame, sur tous ces trucs-là. Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui t'intéresserait, justement, d'élargir la ligne? Ou... Ben, comme je te dis, moi, je ne veux pas m'attaquer au frame. Okay. C'est pour ça que quand je te dis on va offrir quelque chose de complet, ça va être avec des gens qui vont vendre la moto complète, ça ne sera pas nous. L'objectif, c'est vraiment nous de se concentrer sur un produit, un moteur le plus performant, le plus reliable, excuse l'anglicisme, le plus fiable possible, pour de répondre aux besoins des marchés qu'on attaque. Mais je pense qu'il y a plusieurs gammes de sports dans lesquelles ce type de produit-là va pouvoir être utilisé, que ce soit même flat track, l'été aussi, là, quand on fait de l'ovale, etc. Il n'y a pas tant de motos qui répondent parfaitement à ce besoin-là. Course d'hiver, course de snowbike, VTT, en ovale, c'est tous des sports qui auraient besoin d'un moteur. Nous, on peut quand même garder le produit assez standard souvent. Dans le 2 temps, le gros défi, c'est l'échappement souvent. Là, c'est le tune pipe qu'il faut faire la forme avec le véhicule pour que ça fitte et tout. Mais le reste, c'est des braquettes, c'est du filage. Fait que ça se fait quand même bien. Là. Puis, tu parles justement de marques de moto qui voudraient s'associer avec une entreprise de motoristes comme toi. Puis la seule chose qui me vient en tête, moi, c'est Arctic Cat qui a sorti un snowbike. Ben là, ils l'ont. En tout cas, s'ils l'ont sorti, tu m'en apprends une. En tout cas, je l'ai vu dans les salons de la moto, peut-être. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup Non, ça n'a jamais eu lieu. On l'a vu dans des magazines. Il avait déposé un brevet. On a vu plein d'images passer sur le web. Tu sais, le web, c'est bon pour ça, Ben. Là, des fois, le nombre de fois où j'ai vu que Honda ressortait un CR500. Ben oui. C'est ça. Fait que je pense pas que ça a eu lieu. Ah, est-ce que ça aurait pu... Mais il y a quelque chose qui se prépare, puis je m'y attends. Je veux dire, Polaris a acheté Timbersled. C'est ça, exact. Ouais, exact. Puis, c'est ça, mais j'étais sûr qu'Arctic Cat avait sorti un snowbike. Il va falloir qu'on fasse des recherches. Ben, écoute, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent nous éclairer dans les commentaires, mais je trouvais ça drôle. Tu sais, une entreprise comme ça, une marque de skidoo, de motoneige qui lance une moto, un snowbike. Tu sais. Ils ont une partie... c'est complémentaire. Ils ont une partie du casse-tête de fait. Ouais. Puis, mais tu sais, même nous ici, là, je veux dire, on a le fabricant de chenilles de snowbike, by the way, là, qui est Camso, qui est acheté par Michelin maintenant. Là, donc, c'est plus tout à fait la même boîte, mais c'est eux qui fabriquent toutes les chenilles de skidoo au monde, ceux qui font toutes les chenilles de snowbike aussi. Donc, il y a une expertise au Québec qui est prête à ça aussi. Ça sera voir peut-être qu'un jour, un snowbike québécois complètement, moteur Pantera, châssis fait par je ne sais pas qui existera. On n'est pas là encore. Oui, il y avait aussi, tu sais, là, on ressort des affaires assez rares, mais je ne sais pas si tu te souviens du Snowhawk. Ben oui. C'en est un autre, ça, produit québécois. Absolument. Je ne sais pas, les gars sont rendus où dans cette histoire-là. Je les avais déjà rencontrés. Mais pour avoir un moteur 1 cylindre, eux, ils prennent un 600, je pense, Rotax, le SD ou quelque chose comme ça. Puis on avait eu des discussions, ça n'avait pas débouché. Il y avait un beau produit, les gars. Là. C'était un peu ça. Ils essayaient de répondre à un marché, mais bon, eux, je pense, machine plus pour la trail, par contre, puis ils avaient le droit de être homologués pour les mettre dans les trails de skidoo. Ce qui, moi, me surprend, que ce n'est pas encore fait un peu plus. Ça. En tout cas, je suis un gars qui fait de la moto un peu aussi, mais c'est le fun, le skidoo, mais ce serait le fun d'être sur un genre de 2 roues d'un trail. Le Snowhawk, l'ancêtre du snowbike. Mais je pense que
Je pense que l'avenir pour toi va être dans le snowbike parce qu'on voit clairement que quand tu vois justement des entreprises comme Timbersled qui se font acheter par des énormes compagnies comme Polaris et des trucs comme ça, je pense que ça s'en va vraiment dans cette direction-là. Ouais. Puis on a de la misère à le comprendre le marché. Par contre, bien honnêtement, là, quand on fait des études de marché, on fait tout, c'est un petit marché pareil. Oui. Comparé au nombre de skidoo qui se vend par année, c'est minuscule. Oui, ils ont acheté. Est-ce qu'ils vont le pousser? On ne sait pas encore. Peut-être que l'année prochaine, il en sort un snowbike Polaris, on ne sait même pas. On est victime souvent de ça, nous, les petites entreprises. Hein, puis qu'est-ce qu'on ne peut pas faire grand-chose pour ça, mais on va toujours, je pense, répondre à une niche quand même là, dans l'extrême, comme on disait plus tôt. Puis on va essayer de produire de quoi pour les craquer un peu. Ouais. Une autre chose que j'ai vu aussi, une bête que tu as montée, un KTM avec un moteur 600cc 2 temps. Ouais, c'était 625. C'était pour Klim, ça, là, c'est ça? Je pense que oui. Ouais, c'est une belle machine. Il y a le snowbike que tu avais fait pour Klim, c'est ça? Mais il y avait un KTM qui était rouge un peu, là, que tu as fait avec un moteur oui, celui-ci, c'était 625. Hey, 625cc. Écoute, exact. Un 500cc, c'est une mégabyte. Mais là, tu as fait un 600cc dans un frame de KTM. Exact. On a tout le temps été dans ça, puis on va en faire d'autres dans les prochaines années. Comme je te disais tantôt, on fait des bolt-ons. Le nouveau CRF 450 d'Honda 2021, on vient de s'en procurer quelques-uns. L'échappement sort en plein milieu du châssis en avant, ce qui est parfait pour des conversions deux temps, parce que normalement, avant, ils sortaient en diagonale, puis les gars qui voulaient mettre un CR500, il fallait qu'ils coupent le châssis, qu'ils ressoudent. C'était tout un projet, puis le nouveau châssis, des deux, en fait, le 250 et le 450, 250 2023, 22, puis 450 2021, excuse. Ils ont changé la forme de leur châssis, parfait pour mettre un moteur deux temps dedans. Fait, tu vas en voir bientôt dans les prochaines années, autant sur la glace qu'en ovale, flat track ou peu importe, on en prépare quelques-uns. Mais franchement, moi, j'en ai peur. Moi je ne roule pas ça. C'est ça, je me dis, parce que pour exploiter un moteur de 600cc, j'exploite même pas un 250, imagine-toi un 600cc. Ça prend de l'espace. C'est quasiment un produit qui est fait pour les dunes, les déserts aux États-Unis, le snowbike, les dunes que tu es dans le Summove, tu as toujours besoin de plus de puissance. Exactement. Comme les sidecars que je te parlais tantôt. Oui. Hey, t'as-tu vu une vidéo? J'ai été les voir en Europe. J'ai fait un petit trip là, pour le fun. J'étais allé en Angleterre voir comment ça fonctionnait pour essayer de comprendre le marché, mais c'est des fuckés, les gars. Ouais. Si tu as vu les vidéos, ils sont penchés à 2 pouces du sol, le gars qui sort de contre-poids, là, on va se dire. Ben oui, mais les sauts qu'ils font aussi, là. Ça saute avec un carrosse, ça n'a aucun bon sens. Mais c'est ça, c'est ce type de marché-là auquel on s'attaque. Là, c'est pas fait pour faire du MX motocross ici à Sainte-Julie ou Imagine. Mais ça, le 600cc, tu n'as pas le choix d'avoir un démarreur électrique là-dessus, j'imagine. On met des décompresseurs sur la tête pour réduire la compression au démarrage. Là. Des décompresseurs comme une scie mécanique. Là, ça existe, une scie mécanique. Ça l'aide, mais ça prend un bon... faut pas que tu hésites. Faut que tu donnes tout ton poids et que tu pèses pas 100 livres, mettons. Là. Moi, je me suis fait... Oui, mais parce que tu parlais de quand le kickback là, du crank, des fois, moi, ça m'est déjà arrivé sur mon 450. Je suis arrivé pour le partir, puis il est remonté. Non, c'est pas le fun. C'est vraiment pas le fun. Sur un 600, ça fesse. Oui, vraiment. Sébastien, on va parler de réseaux sociaux parce que ça fait partie de la business, de toutes les business en 2021, on ne se le cachera pas, dont la tienne, beaucoup quand même. Parce que justement, tu parlais du marché international. Les gens qui te découvrent à quelque part sur le web, sur les réseaux sociaux, j'imagine. Oui, tout à fait. Avec les vidéos. Avec les vidéos des motos, j'imagine. Comment qu'on a créé, tu veux dire? L'engouement, si tu veux, du produit, puis tout ça, c'est production de contenu, que ce soit photo, j'imagine, vidéo aussi. Puis j'en ai vu quelques-uns, juste quand il part le 600cc. Puis ça dure 10 secondes. C'est ça, le son. C'est un parfait exemple de comment utiliser les médias sociaux. Pour de vrai, c'était 10 secondes. Ça a été partagé, je pense, 800 000 fois. Ça n'avait aucun sens. Le nombre de reach, c'était des millions de personnes reach. Puis tu t'attends pas à ça. Mais
Puis, écoute, comme tout le monde, j'apprends dans ça. J'ai pas la science infuse. Vous, tu sais, je vous dis, toi, Pandren, vous êtes vraiment les kings là, comparé à moi à ce niveau-là, mais tu apprends, c'est des petites choses virales, c'est du travail constant, hein, vous le faites vous aussi. Il ne faut jamais que tu arrêtes. Il y a des gens qui font des carrières complètes, 50 heures semaine à bâtir du réseau social. On fait ce qu'on peut, puis c'est exigeant, surtout quand tu fais de l'international, puis que là, il faut que tu répondes à du monde, l'autre bord de la planète, puis en pleine nuit, puis écoute, les premières années de Pantera, j'étais freak, je répondais quasiment toute la nuit. Là, aujourd'hui, le téléphone, il ferme à la fin de la journée, sinon ça n'a pas de bon sens. Oui. Mais c'est une affaire qui est super visuelle, c'est ça, pour ta business, je trouve que c'est essentiel. Tu sais, une photo, une vidéo, puis même moi, j'en checkais, puis j'étais comme wow, c'est malade, c'est comme exact. Ça a un beau facteur wow. Puis, comme on projette l'entreprise Pantera dans le long futur, un jour, je suis pas mal sûr qu'on va faire des moteurs plus petits, on va faire des 250, on va faire. De un, il va tout le temps avoir des érudits du 2 temps qui vont en vouloir, même si personne presque en fait maintenant. Puis nous, on veut rester beaucoup dans ça. Mais tu ne te fais pas connaître par ça. Tu te fais connaître par du facteur wow, tu te fais connaître par des 600, des affaires de fous. Tu sais, des 125, là, la compétition est dure. C'est dur de se démarquer. Fait en prenant la niche des affaires incroyablement grosses, ben, effectivement, on a réussi à rentrer dans Internet, dans Facebook, dans Instagram, de faire des affaires simples, mais juste de montrer des affaires que tu partages. Hey, check ça, ça n'a aucun sens. Ça doit être monstrueux. Puis on développe tranquillement nos réseaux sociaux. Non, parce que c'est très, très bon. Quand même 36 234 followers juste sur Facebook. Fait que c'est une bonne plateforme pour Pantera. Là. C'est en évolution. Hein. Je pense que vous devez vivre ça vous aussi. Facebook, ça va toujours être ça. Il va peut-être avoir autre chose. C'est un défi des entreprises comme les nôtres, day-to-day. Peut-être que ça va s'en aller vers une autre plateforme un jour. On est tellement bombardé d'infos sur Facebook maintenant que c'est dur de se démarquer. Il faut payer en pub, etc. J'aimerais avoir un bac en ça. Malheureusement, je suis juste ingénieur en mécanique. J'en apprends tous les jours. Là. Mais on fait ce qu'on peut pour se démarquer. Et puis, on parle depuis le début de l'émission de moteur 2 temps. Est-ce qu'il y a du moteur 4 temps? C'est quelque chose toi, que tu aimerais toucher un jour ou tu veux rester vraiment dans le 2 temps? Ben, écoute, je n'ai jamais fermé la porte. C'est comme quand les gens me demandent pourquoi je fais des moteurs de moto, surtout quand, justement, avant, j'ai travaillé dans l'automobile pendant plusieurs années. J'étais un tripeux de tout ce qui est moteur. C'est juste que quand tu décides de t'inventer, quand le petit gars de Bécancour s'invente motoriste d'une journée à l'autre, ben tu ne commences pas par un V12 pour une Ferrari, mettons. Un moteur un cylindre. On va essayer de faire le meilleur moteur un cylindre possible. Puis le 2 temps, c'était la façon la plus simple de le faire. Puis, on essaie de répondre à une demande dans le marché des choses que les autres ne font plus. C'est quoi? J'écoutais des podcasts puis tout de choses qui roulent l'équipe Kawasaki, là, Mitch Payton, il y avait un podcast l'autre jour, puis il racontait quand ça a changé du 2 temps au 4 temps. Puis lui, il déplore ça un petit peu. Il dit nos 250 en ce moment, c'est des demi-moteurs de MotoGP. Là. C'est aussi pointu que ça, la technologie des moteurs 4 temps. C'est à la limite. Les compagnies ont investi des millions et des millions dans le développement. Ils ont rattrapé les 2 temps presque, là, dans le fond, au niveau cylindrée puissance, parce que c'est à la fine pointe de la technologie. Mais d'un, c'est ça, la compétition est dure. Fait que ça serait vraiment difficile pour nous de nous démarquer. Puis, il y a déjà plein de monde qui répondent à ça. Je ne ferme pas la porte. Un jour, j'aimerais ça en concevoir un, en essayer un. Peut-être dans l'optique où un jour, on va peut-être être plus protectionniste un peu. Peut-être que les gars au Québec vont se dire on n'achètera pas japonais, on va acheter québécois. On va essayer de répondre à une demande à ce moment-là. Mais je pense qu'il va toujours aussi avoir un but. Ben, en tout cas, je dis toujours. Pour l'instant, il y a toujours des fans de 2 temps, puis je pense même un essor là, dans les dernières années, c'est revenu sur la map. Là. Ben, c'est ça que j'allais dire. Je pense qu'il va toujours avoir une place pour le 2 temps, parce que clairement. Oui, le monde s'ennuie des 2 temps. Il y a presque plus de manufacturiers qui en font, à part KTM, à part Yamaha, en motocross en tout cas. Oui, exact. Puis KTM et toutes ces divisions possibles. Oui, c'est ça. Gaz aussi. Gaz, Husqvarna, mais non, je pense qu'il y a un manque à gagner de ce côté-là. Puis, ça revient à la discussion de quand les gars parlent d'électrique aussi. Là.
Oui, l'électrique. Est-ce que le motocross s'en va électrique? J'en suis pas convaincu. Ça fait pas de Peut-être que tu vas faire des moteurs électriques, on ne sait pas. Non, mais quand on me demande ça, je réponds juste à l'inverse. Juste parfait, allez-vous tout en électrique? Moi, je peux continuer à faire des moteurs à gaz pour les 50 prochaines années, puis ça va être merveilleux. Ben oui. Alors, je pense que tu devrais rester 2 t'sais, temps all the way parce que t'es connu pour ça. Exactement. Pourquoi changer? T'es connu pour ça. Va pas mettre de l'eau dans ton vin. Je pense pas. Puis, non. Comme je disais, il va y avoir des nostalgiques, il va y avoir des fans tout le temps. Puis, le meilleur exemple, je check tes réseaux sociaux et tout. Tu as une belle vieille Mustang des années 60. Puis le monde trippe encore tout là-dessus. Ah, ben oui, parce que c'est rare, parce qu'il n'y en a plus. C'est rare, c'est exactement. Tu fabriquerais une copie-collée de ça l'année prochaine, tu t'en vendrais. Là. Ah, oui. La nostalgie, ça vend. Le trip, dans ce on roulait dans le temps, ça vend. Fait, on va continuer à faire du 2 temps, je pense, pour encore un bon nombre d'années. Oui, tu devrais puis être là. Alors, imagine dans 20 ans, mettons que. Qu'est-ce qu'il y a plus? On parle même plus de 4 on parle plus de 4 ans, on parle juste d'électrique. C'est pas possible. Toi, tu vas encore des 2 temps, puis il n'y a plus de manufacturiers qui en vendent. On va encore mixer de l'huile et du gaz dans 20 ans, c'est sûr. les Greens ne t'aimeront pas, là. Et là. Ouais, je comprends, mais écoute, on est une petite goutte dans un océan de beaucoup d'autres pollutions. Là, je pense. On ne partira pas le débat aujourd'hui. Là. Non, c'est ça. Je pense pas que comme quand je vois c'est cool là, qu'on s'en ait tout green, mais mettons GP3R, maintenant qu'il faut que les voitures aient tout du gaz E85 ou qu'il y ait de l'éthanol, je suis comme tabarouette qui ne s'attaque pas aux bons problèmes environnementaux. Là. C'est pas les 20 voitures qui roulent au GP3R. Mais il y a tellement une histoire marketing là-dedans. Là. Absolument. Il y a des mots. Des mots clics, là, pas des mots clics, mais des buzzwords qu'on appelle. Ouais, et là, c'est l'empreinte carbone. Là, il n'y a pas d'empreinte carbone et tout ça. Là, c'est ça. Là, on bâtit maintenant des entrepôts, n'importe quoi, des grosses zéro émission. Zéro émission, des affaires de rien. Donc, c'est juste parce que c'est ça, au lieu de. Regarde, je pense que tu en as parlé d'un fois aussi de ça, mais c'est comme la voiture électrique, ça leur a pris la planète parce que toi, en tant qu'individu, tu as l'impression d'être zéro carbone parce que tu ne mets plus de gaz dans ton char, mais on sait tous que l'empreinte est quand même significative au niveau de fabrication de la voiture puis du temps de vie de la voiture. Fait que c'est du gros marketing incroyable, l'environnement en ce moment. Puis je suis d'accord, là, on a du travail à faire pour que la planète évolue. C'est juste que des fois, c'est au détriment des grosses compagnies qui utilisent ça pour leur marketing, alors que c'est un peu fou. Oui. Non, puis je pense honnêtement qu'on fait quand même notre part. Puis juste, quand tu voyages, quand tu vas à l'extérieur, c'est là que tu te rends compte que tabarouette, on fait notre part en maudit. Parce que si tu vas dans des pays comme l'Inde ou l'Asie, là, tu vas voir c'est quoi de la pollution. Afrique, tu vas voir c'est quoi de la pollution. Le concept d'une poubelle n'existe même pas. Là, non, c'est ça. C'est dans la rue. Puis... Quand j'habitais là-bas en Chine, là, on ne voyait pas le soleil, là, c'était du smog. Ah ouais, c'est vrai, tu as été en Asie pour faire une coupe de show et tout. J'ai été là pendant 5 ans, tu sais, fait que j'avais juste hâte de revenir au Québec puis de voir le soleil et des nuages, tu sais, le ciel bleu. Voir des étoiles le soir. Ouais, ciel bleu avec des petits nuages blancs. J'étais comme, wow! Écoute, le monde ne le réalise même pas, mais à quel point c'est clean. Puis ça, là, tu arrives là-bas, puis là, tu vois, je te jure, le smog, c'était déprimant. Là, le smog, à longueur de journée, je te jure, il devait y avoir 2 journées dans le mois que c'était comme ici au Québec. Le reste, c'était du fucking smog tout le temps. Fait que tu as tout le temps l'impression que c'est gris, c'est vraiment, vraiment oui. Ça, au bilan, c'est la même atmosphère, hein, elle fait le tour. Là. C'est ça. Ça revient ici. Là, fait... Puis, je veux dire, on le sait, là, les usines là-bas, puis tout ça, ils s'en sacent les Asiatiques, là, de l'environnement. Là. Fait que, nous autres, je pense qu'on fait notre part à un moment donné, mais là, il faut arrêter de. Tu comprends? Écoute, puis on le comprend la problématique, puis même de notre côté aussi, là, on commence à développer des systèmes d'injection aussi pour donner, tu vas dire, on est en retard sur les grandes compagnies de skidoo, là, mais il faut le faire à chacun à notre étape, mais réduire quand même notre consommation d'essence pour ces moteurs extrêmes-là qui consomment beaucoup d'essence. Là. On ne se fera pas de cachette là, dans le domaine de la mécanique. Si un jour je fais une chronique sur les essences ou autres, il n'y a pas de magie pour faire de la puissance, il faut brûler de l'essence.
Ouais. Les moteurs Pantera en consomment un peu, mais on essaie de s'améliorer le plus possible puis de rendre ça aussi le plus plaisant parce qu'on parlait des gars de snowbike. Il ne faut pas que tu aies besoin de te traîner un trailer de gaz non plus en montagne pour revenir. Fait Ouais, c'est ça. On essaie d'améliorer ça un peu. Ouais, c'est ça qui ça me ferait que les gars du snowbike ont besoin de grossir leur tank à gaz parce que ils peuvent pas faire une grosse ride avec une gaz. Ah, puis là, ils en mettent sur le tunnel une tank à gaz et tout. Là, c'est ça qu'ils ont en arrière, ça, sur la chenille. Là, exact. Une canne en arrière, ils n'ont pas le choix, mais avec le Nut, c'est presque encore pire, mais c'est ça. On développe plus d'HP, on brûle plus d'essence. Il n'y a pas de magie. Là. OK. Sébastien, je vais faire, avant d'y aller, je vais faire un petit questionnaire. Souvent des questions qui reviennent, des affaires que je vois parce que comme tu sais, je coach beaucoup l'été, puis je vois bien des parents arriver avec la moto, bon, le jeune, puis tout ça, puis le kid, il y a, mettons, je sais pas, 65cc ou un petit 85cc. Puis des fois, il arrive, puis là, tu sais, il arrive un peu derrière la minute, le jeune, vite, s'habille, le père commence à craquer le bicycle, crank, le bicycle ne part pas, ou la bougie saute, plein d'affaires même qui arrivent, je me sens mal pour eux autres. Oh my God, genre, ils n'ont pas checké le bicycle avant de partir. Fait qu'ils scrapent leur journée. Mais c'est juste des petites questions que j'ai comme ça de mécanique, puis tu vas pouvoir y répondre. Absolument. Première question. Pourquoi, justement, quelqu'un va brûler une bougie sur une moto? C'est quoi le facteur là, qui fait ça? Là? La plupart du temps, souvent, c'est un mauvais mix, je te dirais, air-essence. Ça a un gros impact sur la température de combustion dans la chambre de combustion, là, justement. Une bougie, c'est un dispositif extrêmement simple, là, on va se le dire. Là, c'est un bout de métal entouré de porcelaine, puis ensuite, il y a un gap au bout. Vu qu'il y a un gap, le courant électrique n'a pas le choix pour traverser, il fait un arc, il saute d'un bout à l'autre, ça fait une étincelle, c'est ça qui allume l'essence. Le problème, il y a deux choses qui vont se produire, et souvent, quand on va avoir des températures trop hautes, dans la porcelaine, le petit bout de métal, il va fondre, il va se casser, il va briser. Fait que là, à ce moment-là, le courant, il fait juste ne plus passer dans la bougie. Là. Fait que c'est des choses qu'on va avoir souvent. On va avoir des fois des bougies aussi encrassées, des mixtures vraiment, vraiment trop riches. Là. À ce moment-là, c'est juste que l'huile puis tous les sédiments vont réussir à short-cutter, si on veut, là, à court-circuiter la bougie. Puis encore là, ça l'empêche complètement là, de l'étincelle de se faire. Là. Fait, souvent, ça va être mauvaise carburation, mais ça peut être aussi mauvais entretien, corrosion, etc. Là. Tu l'as dit toi-même, ces gars-là qui arrivent souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps de bien faire leur maintenance en revenant de la piste quand ils sont allés la dernière fois, s'assurer qu'ils ont nettoyé le moteur, etc. Donc, c'est ce qui peut arriver souvent. Une des choses aussi, c'est qu'il y a certains modèles de moto qui sont beaucoup plus piqués dépendant de la température. Absolument. Le taux d'humidité, puis tout ça, ça fait vraiment une grosse différence. Au niveau du tuning, oui, clairement. C'était la grosse problématique des carburateurs. Hein, puis, comme je dit tantôt, on veut à l'injection ici. Pour ça, pour arrêter de se casser un petit peu la tête sur tous ces tunings-là, des fois, des moteurs qui sont setupés beaucoup plus, comme tu dis, piqués, beaucoup plus capricieux. Ouais. Là, à ce moment-là, tu es tout le temps dans le carburateur en train de changer un jet. Puis les gens, l'humain est de nature un petit peu lâche, fait qu'on ne le fait pas, fait qu'on roule comme ça, pareil, ça va être correct. C'est souvent là que les bougies abandonnent, malheureusement. OK. Deuxième question, Sébastien. Est-ce qu'une pipe de marque là, qu'on connaît, là, peu importe l'aftermarket, est-ce qu'une pipe qu'on achète, qu'on met sur notre moto va automatiquement augmenter la puissance de notre moto ou c'est un mythe ou c'est juste beau? C'est plus pour le look ou. Écoute, je veux pas. Écoute, il y a des gars qui travaillent extrêmement fort pour faire des pipes plus performantes. Fait que je veux pas leur tirer dans le pied. Il y a par contre, on va dire, beaucoup de situations dans lesquelles c'est complètement inutile. Voyons donc! Mais c'est parce qu'il y a du HP sonore hein, aussi. Hey, moi j'ai du HP sonore. Moi, j'ai acheté une pipe sur mon ancien 450, ça m'a coûté 2000$. Là, tu es en train de me dire que c'était complètement inutile. J'ai mis 2000$ aux poubelles. Non, pas automatiquement, Ben. Par contre, puis tu l'as dit, tu as parlé de tuning, de bougies, etc. Souvent, si tu changes le système d'échappement de ton moteur, c'est un équilibre. Un moteur, c'est
des équilibres de pression, de wave de pression, puis tout ça, c'est en harmonie, puis ça travaille ensemble. Puis si tu changes ton échappement, mais que tu ne changes pas la carburation de ton moteur, que tu ne l'ajustes pas parce que là, l'air sort trop facilement, il n'y a pas de pression dans ton échappement, il ne marchera pas plus ton bike, là, ou même si tu risques de le briser. Mais il y a quand même un gain souvent, on parlait d'émissions tantôt, c'est un beau lien à faire. C'est les grands manufacturiers sont obligés de respecter beaucoup d'émissions, de normes, etc. Souvent, ils vont le faire en choquant leur moteur un petit peu. Les échappements, aussi les niveaux de décibels qu'ils sont obligés de respecter. Fait que, oui, il va arriver que les échappements vont être très restrictifs. Par contre, je vous dirais que souvent, les manufacturiers ont travaillé très, 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 très fort pour faire une ingénierie parfaite puis de faire justement un bel équilibre entre leur moteur et leur échappement. Donc, c'est assez commun aussi de voir un échappement qui n'aide pas la situation. Là. À part lorsqu'on parle du silencieux qui est vraiment restrictif, là, au niveau de toute ta ligne d'échappement, souvent le diamètre du tuyau a été choisi en conséquence de ce qu'il y avait dans le moteur à la base. Donc, si tu ne modifies pas le moteur, l'échappement, souvent, ce n'est pas nécessaire. OK. L'autre chose, combien d'heures on doit attendre avant de changer un piston sur un 2 temps qu'on doit effectuer avant de faire un entretien puis un changement de piston? C'est une question tellement commune, il n'y a pas de réponse exacte. Si tu lis le manuel de ton CR250 Honda, ils vont dire 8 heures, je pense, là, ce qui est extrêmement peu. Ils le font un peu, eux, pour se baquer les fesses, si on veut, pour être sûr que tu le changes avant qu'il brise. Je connais des gars qui doivent avoir 100 heures sur leur piston de CR250 puis il est encore là. Encore une fois, ça dépend aussi comment tu pilotes ta moto. Si tu fais si tu es en cabane à sucre avec ton motocross et que tu fais le tour des trails, il y a des chances que ton piston fasse 200 heures, tandis que si tu t'appelles Jean-Sébastien Plante ou Jasmin Plante ou name it, et que tu es 98% du temps gaz au fond, ben là, c'est peut-être une bonne idée de répondre, de suivre un petit peu le conseil du fabricant. Moi, ce que je dis souvent, surtout dans les modèles les plus communs, un piston, c'est peut-être 100$. Tu es aussi bien de le changer après 10, 15, 20 heures, puis qu'il ne casse pas en deux, puis qu'il ne se rentre pas dans ta base de moteur, puis le crank casse. Puis c'est un consommable, un piston, surtout dans un 2 temps. Ça m'est arrivé, ça. Tu parles de casser un piston, là? Exact. Ça m'est arrivé sur un YZ250 2010. J'ai fait un show, je me suis emporté un peu, puis j'ai décidé de faire un show de boucan. Le bike a chauffé. Fait que quand je suis arrivé chez nous, la semaine après, j'ai été pratiquer avec la moto, ben j'avais pas trop vérifié le bike, puis le piston a cassé dans les airs sur un saut. Ouais, fait que quand j'ai atterri, ça a fait ça. Une grenade. Ça a fait une grenade, ouais. Ouais, fait que ça a coûté un cylindre, la tête, piston. Exact. Ça a coûté plus cher qu'un piston. Exact. Ouais, vraiment. Il y avait des morceaux dans la transmission. Puis on avait un aimant, essayer de trouver un morceau. Oh my God. Ouais, puis une autre fois, ça m'est arrivé avec un CR250 2001. Je pratiquais sur une piste de sable. Il y avait du sable qui avait entré par le filtre à l'air jusque dans le carburateur, dans le moteur, puis tout ça. Puis encore là, c'est arrivé sur un saut. Je faisais les deux à l'époque. Je faisais des courses puis du freestyle avec la même moto. Puis je suis arrivé sur un saut. Puis là, la moto a vraiment saisi dans les airs. Fait que la roue a bloqué dans les airs. Mais j'étais chanceux. J'ai réussi à atterrir quand même en un morceau, mais j'ai eu assez de puissance pour faire le saut, mais c'est vraiment rendu une fois dans les airs que le bike a saisi. Écoute, ça a barré. Ouais, j'ai dit wow, c'est OK. Fait que là, j'ai appris. Absolument. Je fais un petit peu moins de choses. Le sound dans un moteur, Ben, c'est non. Ça, c'est clair. On fait les filtres à l'air. On fait la base. On fait la base. Ouais, good. Bon, écoute, Sébastien, un gros merci de ton temps. Plaisir. Vraiment cool. Puis là, je pense qu'on n'a pas besoin de faire de chronique. Je n'en ferai pas aujourd'hui. Mais je t'en prépare d'autres, Ben, bientôt. Je t'en prépare d'autres. Puis justement, je pense que tu viens de me donner une idée avec ton J'ai barré mes roues dans les airs. Là. Ouais. On va parler, je pense qu'on va parler de fil gyroscopique et d'énergie bientôt. Hein. Les gars de freestyle, vous connaissez ça. Vous utilisez la rotation de vos roues et tout pour
pour faire des sauts puis tenir la moto stable et tout. Là, on va parler de ça, je pense, prochaine chronique. Ouais, bon, super, un gros merci. Juste avant de te laisser, je vais remercier les commanditaires qui rendent possible le podcast, évidemment. Husqvarna Motovan, VP Race Fuel, Silver Wax et évidemment les moteurs Pantera Motorsports. Salut, et voilà. Et je dois remercier, juste avant de te laisser, je dois remercier aussi Martin H2O Web Media qui est notre. J'allais dire notre metteur en scène, notre producteur, la voix du loft. Vous le voyez pas, vous ne l'entendez pas, mais c'est lui qui s'occupe de tout ça. Donc, un gros merci à Martin et on se revoit très bientôt, la gang. Et by the way, partagez la vidéo si vous avez des questions aussi pour des trucs mécaniques, peu importe, allez-y dans les commentaires et partagez le podcast au maximum. Ça fait une grosse différence dans l'algorithme. Si vous voulez l'écouter en audio, vous allez sur les plateformes de streaming comme Spotify, Apple Podcasts, tout ça. Ils sont toutes là, puis c'est vraiment cool. C'est facile à trouver, puis ils sont sur YouTube aussi, évidemment, mais c'est plus facile à trouver les épisodes sur ces plateformes-là parce qu'ils sont tous regroupés ensemble, tandis que sur ma page Facebook, il faut que tu scrolls, puis pendant 2 semaines de temps de contenu avant de trouver l'autre. Donc, YouTube, puis les plateformes de streaming, ça, c'est bien cool aussi. Donc, Sébastien, un gros merci. Puis je vais aller te voir à ta shop bientôt. Là. Je vais aller voir ça, ton setup. Parfait, Ben, t'es bienvenu. OK, merci. Salut. Bye.